BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Pour constituer son épargne, on pense souvent aux placements individuels, à tous ces placements individuels qui s'offrent à nous. Ça peut être l'assurance vie, les SCPI, le compte titre. Et puis on oublie souvent d'autres possibilités, notamment en matière d'épargne collective. Pourtant, de nombreux Français peuvent profiter de ces placements collectifs, notamment présents, disponibles en entreprise. Mathieu Berthaud est avec nous, on va en parler ensemble. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Directeur général de monpartenairepatrimoine.com. On parle notamment de l'épargne salariale. Quels sont les produits, quel est l'univers de produits disponibles dans cette gamme de placements ? Alors comme vous le soulignez, c'est vrai que l'épargne en entreprise est peu utilisée en gestion de patrimoine et par les Français en gestion financière. C'est dommage, mais ça s'explique notamment du fait qu'elle est souvent difficile à appréhender, pas toujours bien expliquée, et puis surtout face à la facilité d'accès à l'épargne individuelle. Alors heureusement, l'épargne salariale a évolué, c'est largement simplifié ces dernières années. Elle se concentre aujourd'hui sur deux dispositifs principaux. Le plan d'épargne entreprise, le PEE, dans lequel on peut verser l'entreprise peut verser l'intéressement, la participation, l'abondement, et à côté de ça, le salarié peut faire des versements volontaires. Et puis l'autre, qui est le plan d'épargne retraite en entreprise collective, ou PERECO, il y a différentes dénominations, une vraie famille. Donc là, effectivement, il y a trois compartiments. Un pour les versements individuels, qui peuvent éventuellement ouvrir droit à une réduction d'impôt. Un pour les versements collectifs, là aussi intéressement, participation, abondement et monétisation des jours de congé. Et un troisième compartiment moins connu, anciennement article 83, le compartiment catégoriel pour certaines activités. Ça reste simple malgré tout, surtout qu'il y a deux horizons de placement qui sont complémentaires sur le PE et le PERECO. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui les différencie ? Qu'est-ce qui différencie un plan d'épargne entreprise d'un plan d'épargne retraite en entreprise ? Alors le PE, c'est un peu de l'épargne projet puisqu'on a un blocage pendant 5 ans. 11 conditions de sortie anticipée, donc ça peut être mariage, Pâques, survenance du troisième enfant, bref, des choses qui arrivent, des choses en cas de coup dur aussi, en cas de force majeure. Donc c'est relativement souple, sortie en capital. C'est pas vraiment un produit tunnel, bloqué 5 ans, voilà. Ça va. Mais c'est de l'épargne projet. Là, le plan d'épargne retraite, lui, comme son nom l'indique, la sortie, c'est à la retraite. Il y a aussi des cas de sortie anticipée en cas de coup dur. Et il y a aussi la sortie anticipée possible pour acquérir sa résidence principale. Et là, la sortie se fait en capital ou en rente. Donc c'est vraiment très complémentaire et ça vient faire un bon mix pour les salariés. Et ce sont des horizons d'investissement un peu différents. Le plan d'épargne entreprise d'un côté, le plan d'épargne retraite collectif en entreprise de l'autre. Voilà, cet univers de l'épargne salariale qui continue de se constituer et qui offre une gamme assez large finalement d'investissement. Quels sont les avantages justement de ces formules d'épargne collective par rapport aux placements individuels, compte titre, PEA, assurance vie ? Alors, je dirais qu'il y en a un premier qui est le côté économique et même sociétal. C'est-à-dire que à la fois, l'entreprise va associer ses collaborateurs, les salariés, à la performance qu'elle va réaliser, et en même temps, elle va faciliter la constitution d'une épargne projet, PEE, retraite, voire même logement, avec cette sortie en capital possible. Et c'est des choses qui arrivent pour les épargnants dans toute vie patrimoniale, vie d'épargnant. Bon, ça c'est le premier avantage. Ouais. Mais il y en a d'autres. Oui, il y en a un autre. Beaucoup d'autres. Il y en a au moins deux autres. La simplicité, c'est-à-dire que ça se met en place facilement. C'est un moyen de fidélisation pour les entreprises de leurs salariés. Les entreprises peuvent prendre par exemple les frais de tenue de compte à leur charge pour là aussi avoir quelque chose de très accessible. Et puis évidemment pour les salariés, c'est la possibilité facilement de constituer une épargne. Et on le dit souvent, notamment en épargne retraite, dès qu'on commence à percevoir des revenus, il faut pouvoir épargner régulièrement, même des petits montants. Là, c'est le cas. Et puis le troisième point, évidemment, important, c'est le cadre fiscal préférentiel de ces deux grandes formules d'épargne. Ces placements-là, que ce soit le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne retraite en entreprise, ces placements-là offrent une fiscalité souvent plus intéressante que les formules de placement individuels. Ou au moins aussi intéressante. Par exemple, le PE, c'est la fiscalité sur les plus-values, où après 5 ans, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, pas de fiscalité des plus-values, uniquement les prélèvements sociaux, comme un PEA par exemple. Et sur le PER, là c'est tous les dispositifs d'épargne retraite, comme le PER individuel également, où il y a cette mécanique de je verse et je vais aller créer une réduction d'impôt en fonction de mon taux marginal d'imposition. Et c'est quelque chose qui est très incitatif et on peut donc aussi le retrouver en entreprise. Néanmoins, souvent quand on parle de ces placements collectifs et notamment du plan d'épargne, des plans d'épargne salariale en entreprise, on entend souvent dire bon c'est bien, il y a pas mal d'avantages, ceux que vous avez cités, mais souvent l'offre est assez standardisée, les frais qu'on va payer aussi sont parfois plus élevés que sur les placements individuels. Qu'est-ce que vous répondez à ces quelques reproches qu'on entend parfois ? Alors, je ne suis pas tout seul, heureusement, il y a
y a plusieurs acteurs du marché qui portent aussi ce message-là pour montrer que l'offre a évolué, s'est spécialisée, devient vraiment performante. Il y a 3 gros griefs qui sont généralement le niveau de frais, le faible potentiel de performance et puis la qualité de service. Et par rapport à ça, c'est un métier qui est très industriel à la base. Il y a eu beaucoup d'investissements sur la tenue de compte. La tenue de compte, c'est la base, c'est la réactivité quand vous faites un versement, un retrait, quand vous voulez consulter, le fait d'avoir ou pas une app smartphone, c'est quand même un élément aujourd'hui qui paraît indispensable. Et il y a eu de gros investissements. On est passé de la gestion administrative à plus du service client. Donc ça a vraiment évolué. Sur les frais, ça revient souvent. Il y a une étude de l'AMF en 2019 qui a montré que les FCP d'entreprise n'étaient globalement sur des niveaux de risque et des catégories équivalentes pas plus chargés que des FCP ou des SICAF classiques. Évidemment, c'est un affichage qu'il faut aller creuser, il faut regarder par soi-même, mais c'est un élément factuel. Et concernant aussi toute la partie qui va être sur le choix financier, la gestion financière, qui est un autre pendant du métier, là, toutes les offres ne se valent pas, clairement, donc il faut regarder, il faut se poser 3 grandes questions qui vont être: est-ce que je suis dans une architecture fermée avec uniquement les fonds de la banque teneur de compte, de la société de gestion de la banque teneur de compte? Ça, c'est moins bien. Un peu limité. Il faut plutôt privilégier des offres avec une architecture ouverte, la multigestion. Est-ce que j'ai un choix important en termes de classes d'actifs qui vont être couvertes, en termes de profondeur de gamme, en niveau de risque ou choix de fonds tout simplement? Et puis, est-ce que j'ai les outils pour gérer moi-même ou bien déléguer la gestion financière? Et là-dessus, on est plusieurs à porter ce message-là, dont notre partenaire RS Group au travers du blog Partage du Profit. C'est un point important et on essaie de casser un peu ces préjugés. Et parmi les préjugés aussi, certains se disent que c'est bien l'épargne salariale, ça offre plein d'avantages, mais ça nous lie encore plus à notre entreprise. Et quand on change d'entreprise, ça peut poser problème. Qu'est-ce qu'il devient, mon plan d'épargne salariale, quand j'ai changé d'entreprise? Alors là aussi, le maître mot, c'est la simplicité. Je change d'entreprise, je pars avec mon épargne salariale. Donc le PE, comme le plan d'épargne retraite d'entreprise collective, ils sont transférables et ils vous suivent. Et ça, je pense que c'est un élément... Sans frais. Là, après, vous avez des conditions qui peuvent être différentes d'une entreprise à une autre. Je parlais tout à l'heure de la prise en charge de certains frais par l'employeur. C'est un choix de l'employeur. Mais clairement, sur de l'épargne à long terme et donc de la gestion de patrimoine, la transférabilité, vous savez que c'est un sujet qu'on aime beaucoup aborder, la transférabilité de ces dispositifs est vraiment primordiale. Bon, et vous sentez que le gouvernement, il a beaucoup poussé, le gouvernement, l'épargne salariale, notamment au début du quinquennat. Vous sentez que il y a encore des marges de progrès quand même il y a une campagne présidentielle là qui va démarrer. Ça doit faire partie des thèmes de campagne, notamment pour flécher toutes ces montagnes d'épargne qui sont accumulées avec la crise vers des fonds un peu productifs. L'épargne salariale va devoir enregistrer peut-être et proposer des choses supplémentaires pour contribuer à flécher toute cette épargne. Je pense que sous cet angle-là, il y a encore des choses à faire. Les pouvoirs publics ont quand même fortement pris le sujet en compte parce qu'il y a un vrai enjeu, notamment en épargne retraite. Je dirais, évidemment, il y a le maintien d'un cadre fiscal préférentiel. On pourrait peut-être aller encore un peu plus loin en supprimant le forfait social pour toutes les entreprises et pas uniquement les TPE et les PME, mais c'est un vrai avantage. Donc il y a encore certainement des idées, peut-être sur les sous-jacents. Guillaume, vous avez une bonne piste qui peut être intéressante à suivre pour la campagne. Mathieu Berthaud. On va suivre tout ça ensemble alors. Mathieu Berthaud qui revient d'ailleurs tout à l'heure dans une grosse demi-heure pour répondre à l'ensemble de vos questions, vos interrogations sur tous vos placements. À tout à l'heure Mathieu, directeur général de monpartenairepatrimoine.com. Le CAC 40 est toujours hésitant après la réunion de la Banque Centrale Européenne. On a limité nos gains finalement, plus 0,2% alors que la BCE s'est montrée particulièrement accommodante, peut-être un peu trop, créant seulement une forme d'inquiétude sur le potentiel de la croissance, potentiel de croissance pour les prochains mois. C'est une question qu'on se pose et qu'on va continuer de poser à nos intervenants tout au long de l'après-midi. On va rejoindre aussi Étienne Braque dans un instant depuis la Tour. Euronext à Paris La Défense. Wall Street a ouvert. Le Dow Jones recule un peu, moins 0,17. Le S&P 500 progresse, plus 0,1%. À tout de suite.